Nous avons vu dans la vidéo précédente que le rationalisme abstrait avait conduit à la Révolution française et à la terreur. La solution qui était supposée assurer l'identité de la liberté et de la loi grâce à la médiation de la raison a plutôt conduit à une forme d'État totalitaire, ne laissant aucune liberté aux ennemis de la liberté. C'est sur cette base que la critique romantique a mis en question le rationalisme abstrait, soulignant que les hommes sont des êtres de chair, de sang, des êtres inscrits dans une histoire, une culture et une tradition particulière. Le rationalisme n'en est cependant pas resté là, ils n'ont pas rendu les armes. En quelque sorte, comme dans toutes les bonnes séries, nous avons eu droit à l'épisode 2, l'Empire contre-attaque, avec une nouvelle forme de rationalisme. Le rationalisme que l'on peut qualifier de dialectique, pour reprendre le terme de Hegel. Donc, rappelez-vous, j'avais dit que pour moi les 4 plus grands philosophes dans l'histoire étaient Platon et Aristote chez les Grecs et Kant et Hegel chez les philosophes allemands au XVIIIe siècle. Eh bien, le rationalisme abstrait, dont Kant est une des figures par excellence, passe la main, si je puis dire, au rationalisme dialectique de Hegel. Qu'est-ce que veut dire cette idée de rationalisme dialectique et en quoi est-ce quelque part précisément une réponse à la critique romantique ? En fait, Hegel, donc on est au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, Hegel ne va plus concevoir la raison comme étant une instance capable de fonder des principes valables éternellement. Le rationalisme abstrait, l'idée même, c'est 2 plus 2 égale 4 en quelque sorte. De tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, 2 plus 2 égale 4 est une vérité qui abstraite mais qui s'impose indépendamment de tout ancrage dans une histoire donnée. C'est en ce sens-là d'ailleurs que c'est un rationalisme abstrait. Il ne tient pas compte de l'inscription des jugements, l'inscription des vérités, l'inscription des théories dans un contexte historique donné. Au contraire, Hegel ne conçoit plus la raison comme étant ce qui fonde des principes valables en dehors de tout ancrage historique. Il conçoit plutôt la raison comme étant un processus qui se réalise à travers l'histoire. En quelque sorte, l'histoire du monde serait l'histoire du développement et de l'incarnation de la raison dans le réel. Et l'instance par excellence, l'outil de la raison pour s'inscrire dans le réel, c'est l'homme. L'homme étant donc le lieu de concrétisation de la raison, ce qui va permettre à la raison d'advenir dans le monde. Donc nous avons, pour essayer de comprendre ce que signifie cette présentation dialectique de la raison comme un processus historique, vous pouvez en quelque sorte vous imaginer au volant d'une voiture. Allez, décidément je reste dans les métaphores liées à la mobilité. Vous êtes au volant d'une voiture et là où la raison abstraite vous dirait qu'il faut toujours être en plein milieu de la route et rouler tout droit dans la même direction constamment, la raison dialectique, au contraire, est consciente qu'au cours du chemin, au cours de l'histoire, les choses changent, le contexte change, la route tourne. Et vous devez alors, à certains moments, le jugement correct, la bonne manière de conduire consiste à tourner à gauche, tandis que plus tard, parce que justement, vous avez tourné à gauche en son temps, vous allez devoir tourner à droite. En fait, pour parfaire l'image, il faut se rendre compte qu'il y a 2 raisons pour lesquelles vous devriez pouvoir modifier votre volant. Vous pouvez peut-être modifier votre volant parce que vous vous rendez compte que vous avez braqué trop fort, vous êtes sorti de l'alignement adéquat, bien centré sur la route. Vous avez dévié sur la droite et donc vous devez tourner à gauche et que vous contrebraquez, vous dérapez. Et donc le tournant à gauche, le tournant à droite vise en fait dans ce cas-là uniquement à trouver un juste milieu qu'il vous est difficile d'identifier exactement. Vous vous rendez compte que vous allez trop d'un côté, puis trop de l'autre, mais vous resteriez dans l'objectif de rester en plein milieu. Ça resterait, me semble-t-il, une vision assez proche du rationalisme abstrait. La vérité est au milieu, toujours au même endroit, mais conscient de la difficulté pour des êtres humains, qui sont certes doués de raison, mais pas parfaitement raisonnables, de trouver ce juste milieu, cette juste mesure. Hegel, c'est plus que cela. S'il faut tourner à gauche, tourner à droite, et en fonction du moment dans l'histoire, c'est parce que la route change, c'est parce que le voyage nous amène à évoluer, qu'à certains moments, c'est effectivement plus vers la gauche qu'il faut aller pour un temps donné, et puis l'évolution même du chemin, du voyage, de l'histoire, donc la suite des événements, impose de tourner dans l'autre sens.
Et toute l'histoire selon Hegel est justement une succession de modèles de société, de modèles politiques, de modèles sociopolitiques qui correspond à cette réalisation de la raison à travers le temps. Il faut passer à l'époque médiévale avant de passer à la Renaissance et aux transformations politiques. Il faudra, l'image d'ailleurs dialectique sera reprise par Marx en particulier, il faut passer par l'étape du communisme pour arriver il faut passer par l'étape du capitalisme pour arriver ensuite au modèle communiste. Ce qui nous signifiera, mais je le détaillerai davantage une fois que dans le chapitre 2 consacré au socialisme, ce qui ne signifie donc pas que le capitalisme est faux, étant donné que le communisme serait vrai pour Marx. Ce que cela signifie que le capitalisme est une forme nécessaire de la réalisation du communisme, une forme antérieure de la réalisation de la raison dans l'histoire, mais une étape, malgré tout, nécessaire. Ça montre d'ailleurs que la succession des modèles n'est pas une succession du faux au vrai, mais donc est une succession dans le temps de moments nécessaires à l'accomplissement de la raison dans l'histoire. C'est vraiment tout à fait différent du modèle 2 plus 2 égale 4. Si je vous disais 2 plus 2 égale 5, là je vous donnerais un jugement erroné. On est du vrai au faux. Tandis que dans le concept de raison dialectique, le côté plus ou moins raisonnable d'un modèle dépend du moment de l'histoire, dépend du développement d'une culture donnée, d'une tradition donnée. On peut dès lors imaginer que pour une société, à l'époque, que toutes les sociétés, pour le dire autrement, que toutes les sociétés ne sont pas au même stade de leur développement et que donc le modèle politique qui pourrait convenir pour une société à un temps donné n'est pas le même qui conviendrait à une autre société au même moment donné. Mais qu'importe, ce qui compte, c'est cette succession, cette réalisation dans le temps, dans l'histoire de la raison. Ce qui compte, c'est que nous réalisons notre voyage sur notre route de manière, tout en restant toujours au bon endroit, tout en restant sur le chemin de la réalisation de la raison, demandant parfois de tourner à gauche, parfois de tourner à droite. La vérité dépend du moment où on est dans le devenir historique. Donc, cette forme de raison dialectique sa grande force, c'est justement d'essayer de nous proposer une synthèse du rationalisme, donc de la raison et de l'histoire. La raison n'est plus la vérité éternelle hors de l'histoire, donc nous avons non plus deux mondes totalement différents, la raison éternelle à l'historique, l'histoire qui serait l'histoire de la sensibilité, l'histoire de l'imparfait, l'histoire des êtres sensibles, là où une fois qu'on aurait atteint la raison pleine, on serait hors du temps. Non, l'histoire est le lieu de réalisation de la raison. L'histoire est la raison même se réalisant. Reste que si Hegel intègre donc l'idée de devenir historique, il maintient l'idée qu'il y a un moment où la raison est pleinement accomplie. Il y a quelque chose comme la fin de l'histoire. La fin de l'histoire étant dès lors le bout du voyage, étant le moment où on arrive à destination, étant quand même le sommet de la réalisation de la raison. Et dès lors, en pensant l'idée que la raison n'est pas simplement temporelle, mais qu'elle est quand même orientée vers une fin, on peut se demander s'il ne retombe pas dans les mêmes limites que le rationalisme abstrait. Il y a en effet quelque chose comme la société parfaitement accomplie, la société parfaitement conforme à la raison. Un moment de l'histoire qui est l'accomplissement total de la raison. Le but ultime, la vérité absolue réalisée dans ce moment final. Il y a en quelque sorte le maintien d'une utopie, d'une organisation politique qui serait parfaitement libérée de la sensibilité, qui serait parfaitement la réalisation de la raison. Et puis surtout, indépendamment de cette fin, l'histoire que Hegel fatalement place à son époque, place au moment qui est le sien, comme Marx pourrait le placer au moment de la réalisation de la société communiste, eh bien, cette organisation parfaite qui correspond à la fin de l'histoire définit aussi chacune des étapes qui y mènent comme étant des étapes où le basculement de l'un à l'autre est une nécessité, est une supériorité de raison. Et donc, aller à l'encontre de la raison serait quelque part rester dans l'erreur. Quoi qu'il en soit, dans ce modèle, en définitive, l'État reste la société rationalisée, la société libérée. Et donc, on retrouve le modèle de base
que l'on avait dans le rationalisme abstrait. L'État se réalise parfaitement dans la société. Être soumis à l'État n'est jamais qu'être soumis à la raison, en tout cas à la raison à son niveau de réalisation qui correspond à l'histoire d'une société donnée, à une époque particulière, à un moment de la réalisation de la raison. Et donc être libre, c'est encore et toujours, tant pour le rationalisme abstrait que pour le rationalisme dialectique, être libre, c'est être soumis à la loi qui serait la loi parfaitement conforme à la raison. À la loi qui serait dès lors l'expression, c'est là la différence entre Hegel et Kant, entre le rationalisme dialectique et le rationalisme abstrait, la loi qui ne serait plus les principes éternels de la raison, mais qui serait l'expression de la morale propre à une communauté, la morale donc qui serait donc le niveau de réalisation de la raison à cette époque-là de l'histoire, à ce moment-là de la réalisation d'une tradition sociale particulière. Mais dès lors qu'il y a quelque chose encore comme un État qui est l'incarnation de la raison, on renouvelle cet idéal politique moderne d'une réconciliation de la liberté et de la raison au sein d'une organisation politique. Et si on pense société parfaitement réconciliée, liberté parfaitement accomplie dans l'obéissance à la loi, dans l'obéissance à l'État, est-ce qu'on ne renouvelle pas aussi le potentiel totalitaire qui était au cœur du rationalisme abstrait? On peut y répondre affirmativement, en tout cas le risque existe. Et cette fois-ci, on ne pense plus tellement à la Révolution française, mais peut-être à la Révolution russe. Si on voit que Hegel, la dialectique d'Hegel a été reprise par Marx, en la renversant, en la corrigeant sur toute une série de choses, mais c'est quand même cette compréhension de la raison comme s'inscrivant dans l'histoire que l'on va retrouver chez Marx, et la Révolution russe se voulant avec toutes les limites qu'il importe de faire, toutes les nuances, quant à la cohérence entre la Révolution russe, le communisme historique tel qu'il a été vécu en Russie et la doctrine de Marx, mais quoi qu'il en soit, la Révolution russe se revendiquant du processus dialectique, de la philosophie dialectique de Marx, pour justifier la suprématie de l'État communiste. En quelque sorte, le goulag va succéder à la guillotine. La raison dialectique va rendre possible, de nouveau, pas rendre nécessaire sans doute, mais rendre possible une dérive totalitaire que le goulag et la dérive du communisme exemplifient de la même manière que la guillotine et la dérive de la Révolution française l'exprimaient pour le rationalisme abstrait. Faut-il en croire que si Marx, Lénine, le goulag répètent la Révolution française et la guillotine, faut-il croire que le rationalisme mène nécessairement au totalitarisme? Faut-il croire d'ailleurs que le totalitarisme est un risque inhérent, puisque nous avons vu également que la critique romantique pouvait être aussi à la source d'une forme totalitaire d'organisation politique, par exemple le régime nazi. Donc, terreur pour le rationalisme, la terreur de la Révolution française pour le rationalisme abstrait, le nazisme pour la critique romantique, le goulag et la révolution russe pour le rationalisme dialectique. Sommes-nous condamnés au totalitarisme?